Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman, au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer par téléphone Robert Levin. Robert Levin, bonjour. Bonjour. Alors, je vous interviewe à l'occasion de la parution d'une intégrale des sonates de Mozart, parue pour le label ECM, intégrale sur laquelle vous jouez le piano, je crois que c'est un piano à hammer-clavier de Mozart de 1782. C'est ça. Donc, c'est fabriqué par Anton Gabriel Walter, qui était un des fabricants de pianoforte les plus importants de cette époque à Vienne. et donc ce piano, il se trouve où actuellement ? Il se trouve dans la maison de domicile de Mozart à Salzbourg, dans la salle dite maître de danse. Et donc vous avez pu avoir accès à ce piano, il était dans quel état Il est dans un état absolument extraordinaire. Il a été soigneusement maintenu à travers les siècles. C'est un instrument qui, après la disparition de Mozart, est passé à son fils aîné, Carl Thomas, qui était à Milan. Et à sa mort, c'est passé à Salzbourg, dans ce qui est devenu la Fondation internationale Mozarteum. Robert Levin, la manière dont vous exprimez en français qui est parfaite. Vous avez travaillé en France, vous avez étudié en France, avec Nadia Boulanger notamment. Je suis venu en France pour la première fois à l'âge de 12 ans pour étudier avec Nadia Boulanger au Conservatoire américain de Fontainebleau. Des études que j'ai poursuivies à Fontainebleau pendant 5 étés et puis une année, à 15e année, que j'ai passée à Paris avec elle, avec Annette Dieudonné, avec Alice Gauthier-Léon au piano. C'était une belle aventure. Mais à l'époque, quand vous êtes venu, quand on vient à 12 ans comme ça dans un pays étranger, c'est la France, c'est quand même une terre occidentale, mais quand on vient dans un pays comme ça à 12 ans, le choix il résultait de quoi, Robert Levin C'est-à-dire que mon oncle, c'était le frère de ma mère, était clarinettiste. Il a étudié à l'école Juillard avec un collègue de Prokofiev, Simeon Bellison, qui était la première clarinettiste de l'Orchestre Philharmonique de New York. Après est survenue la Deuxième Guerre mondiale, il était soldat, et la guerre passée, il y avait des bourses Fulbright qui se sont annoncées dans les années 40, je crois que c'était 47. Alors mon oncle est passé à Paris où il a fait des cours de flûte, d'hautbois, de clarinette et de saxophone. Il rentrait aux États-Unis et mes parents ont dit mais notre fils, je ne sais pas, qu'on nous passons sous le tourne-disque un air, une chanson quelconque, il chante toujours tout de suite par cœur. Alors, je ne sais pas, peut-être il a quelque chose pour la musique. Alors, mon oncle a pu vérifier que j'avais l'oreille absolue. Et donc, il a pris la décision de prendre mon éducation en main, de me trouver des professeurs de piano. Et je suis passé à une école à New York qui s'appelait la Chatham Square Music School, qui était fondée par Samuel Shotzinoff, directeur de musique de NBC, qui a fondé l'orchestre qui a été dirigé par Toscanini. Et alors, Shotzinoff a formé cette école, et alors tous les samedis, on est passé à cette école. Pour $15, on avait une leçon de piano, on avait une leçon de solfège et une leçon de composition. Et alors, mon professeur de solfège, c'était Louis Martin, pianiste américain d'origine française, qui avait étudié avec Vlado Perlmutter au Conservatoire de Paris et qui a été aussi l'élève de Nadia Boulanger. Alors, à un moment donné, il a dit à mes parents, s'ils devraient faire des pas géants, oui. Il n'y a qu'une adresse au monde et c'est Nadia Boulanger.
Alors mes parents disent, mais nous, il nous manque les moyens pour réaliser un rêve comme ça. Et mon oncle a dit, mais moi, parce qu'il n'était pas marié, il dit, ça fait presque 10 ans depuis que j'étais à Paris, alors ça me ferait plaisir de regagner le sol français. Alors il a proposé de payer la tuition et de m'accompagner. C'est comme ça que ça s'est produit. Ah oui, mais elle était très très exigeante, Nadia Boulanger. Elle était exigeante, c'est certain, mais elle était toujours enthousiasmée du piano. Alors il y avait cette belle photo de Paul Valéry sur son piano, qui était inscrit à Nadia Boulanger, à celle qui dit que l'enthousiasme est la rigueur. Ah oui. C'est vraiment exactement ça. Elle était enthousiasmée, mais si elle croyait dans le talent d'un de ses élèves, alors elle a pu être très dure. Mais Nadia Boulanger, on lui doit notamment des enregistrements de Monteverdi ou de compositeurs à la renaissance d'une certaine musique ancienne avant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle était très au courant de certaines recherches musicologiques. Vous avez pu en parler avec elle, ce qui vous a amené bien des années plus tard à jouer sur des instruments d'époque. Oui, elle en a parlé de Monteverdi très chaleureusement, évidemment, mais elle avait des connaissances encyclopédiques de la musique. Elle était pour la musique contemporaine entre les deux guerres et après la Deuxième Guerre. Elle était dans une position extraordinaire. Elle a été une sorte de conseilleuse pour la princesse de Polignac, Winnaretta Singer, et qui avait commandé des œuvres de Poulenc, de Ravel, de Stravinsky, de Markevitch, n'est-ce pas? Et donc, d'étudier avec Nadia Boulanger, c'était faire une tour d'horizon de toute l'histoire de la musique, de Perrotin et le chant grégorien à nos jours. Pour un jeune homme comme moi, c'était extraordinairement impressionnant. Oui, bien sûr. Et très émouvant aussi. Oui. Chaque été à Fontainebleau, elle a commencé son enregistrement par le premier prélude en ut majeur du clavier bien temporé de Bach. Et arrivant au bout de ce prélude, on a vu qu'elle était tellement émue qu'elle ne pouvait presque pas parler. Alors vous pouvez vous imaginer qu'un garçon de 12 ans écoutant ça et voyant ce côté spirituel de la musique, non pas seulement une maîtrise technique, mais ce jumelage, si vous voulez bien, de l'art et de foi. Alors ça m'a énormément frappé. Mais Robert Levin, votre nom est lié à bien des compositeurs, mais il est lié quand même en particulier à Mozart. Vous avez même achevé des œuvres, des fragments, reconstitué des fragments d'œuvres de Mozart. C'est né quand cette passion pour Mozart? D'une part, ça vient de mon père qui n'était pas musicien, mais qui faisait des fausses dents de porcelaine, mais qui avait une passion pour la musique de Mozart. Il possédait 150 albums d'enregistrement de Mozart avant que je sois né. Les opéras, les concertos de piano, les quatuors à cordes, tout l'a passionné. Et cet enthousiasme, il m'en a fait cadeau. Donc il y a ça. Je suis né quasiment avec Mozart dans les oreilles. D'ailleurs, je possède un enregistrement que mon père avait fait de moi quand j'avais 24 mois. Alors j'avais 2 ans, oui. Et je chantais La Ci darem la mano de Don Giovanni de Mozart, ainsi que des chansons de comédie musicale et des mélodies folkloriques américaines, c'est-à-dire tout ce que j'ai entendu, j'ai chanté. Alors, simplement pour dire qu'à l'âge de 2 ans déjà, la musique de Mozart était une chose que j'ai bien connue. Il y a un autre compositeur qui, pour vous, revêt une égale importance à Mozart, Robert Levin. C'est vraiment le cœur de votre amour de la musique. Oui, c'est Jean-Sébastien Bach. Il y avait une émission de télévision par Leonard Bernstein en 58. J'ai écouté et ça m'a bouleversé. Et de ce moment-là,
je voulais avoir toute la musique composée par Bach. Et j'étais conscient du fait qu'il y avait une nouvelle édition des œuvres complètes de Bach qui était publiée par Bärenreiter. Alors, je me suis agenouillé et j'ai dit à mes parents, il faut absolument que j'ai cette musique qu'ils ne pouvaient pas payer. Donc, c'est de nouveau l'oncle qui est venu me secourir et qui a payé donc pour les volumes, les tomes des œuvres complètes de Bach. Et ainsi, 3 ans après, j'ai découvert qu'il y avait une édition comparable de Mozart. De nouveau, j'ai prié d'obtenir ça et avec la générosité de mon oncle, j'avais donc toute cette musique à ma disposition. Mais il fallait attendre les années que j'ai passées à l'université Harvard, que j'ai fait connaissance avec un collègue qui a proposé de faire une exécution du Requiem de Mozart dans une église qui est à 500 pas de ma porte ici, où j'habite. Et donc, il a proposé que je joue l'orgue dans cette exécution du Requiem de Mozart. Et j'ai dit, moi, quelle chance, c'est fantastique. Et j'ai dit, oui, bien sûr, volontiers. Il dit, mais je vois dans la nouvelle édition de Mozart qu'il y a une esquisse d'une fugue qui devait conclure le Lacrimosa du Requiem de Mozart. Je sais que vous êtes passionné par Mozart. Je propose que vous fassiez un complément de cette fugue, de cette esquisse que nous allons exécuter dans le cadre de notre prestation. J'ai dit, mais ça ne va pas. Oui. Mais vous êtes fou. Mais quoi? Il a dit, non, ne dis pas non tout de suite. Réfléchis, parce que ça serait peut-être pour toi aussi intéressant. Et au fait, l'été auparavant, j'étais à l'Académie internationale de musique à Nice, où j'ai étudié la direction d'orchestre avec Hans Swarovski de Vienne. Et on a parlé des concertos de piano de Mozart, et Swarovski a dit, mais si vous voulez exécuter les concertos de Mozart avec les états donnés stylistiques qu'il faudrait, il faut improviser. Je dis, improviser? Mais qui improvise dans les concertos de Mozart? Je ne connais personne. Mais évidemment, vous ne connaissez pas Friedrich Gula, avec lequel j'ai fait un enregistrement de 2 concertos de Mozart, ut majeur 467, si bémol majeur 595. Il dit, et alors il a improvisé le long des tutti, il a improvisé la réparation des thèmes principaux, et surtout il a improvisé des cadences. Alors achète cet enregistrement, écoute-le bien et imite-le. Oui. J'ai trouvé ça dans un marchand de disques à Nice. Je suis rentré à New York et j'ai mis ça sur le tourne-disque et alors je suis tombé par terre. Oui. C'était incroyable. J'ai dit, mais c'est une chose que j'aimerais bien faire. Et j'ai constaté qu'avec cette formation musicale que j'ai reçue aux mains de Nadia Boulanger, que j'avais la possibilité vraiment de développer un style improvisé dans le style de Mozart. Et donc, j'ai compris que si on veut courir, il faut pouvoir marcher. Alors, improviser dans le style de Mozart, il faudrait pouvoir composer dans le style de Mozart. C'est pour ça que j'ai accepté la commande de mon ami en faisant le requiem, en faisant cette fugue. Et après ça, j'étais fasciné. Est-ce que Mozart a laissé d'autres fragments ou est-ce qu'il s'agit seulement du requiem où il est mort avant d'achever son œuvre? Alors là, on comprend pourquoi c'est inachevé. Et j'ai constaté à mon grand étonnement qu'il y a plus que 140 fragments importants de Mozart qui sont laissés inachevés à sa mort. Une œuvre sur 3 dans l'époque de Vienne. Alors j'ai dit, mais ça c'est fascinant. J'avais l'intention d'écrire une thèse sur la poésie de Charles Baudelaire à Harvard, mais j'ai changé mon thème en musique pour écrire donc une thèse sur les œuvres inachevées de Mozart. Oui, c'est extraordinaire. Et là, j'ai voulu choisir des œuvres représentatives. Et donc, j'ai pris un concerto pour piano, violon et orchestre, écrit à Mannheim en 1778, dont le manuscrit est à Paris, à la Bibliothèque nationale. Une quintette de clarinette, pas de célèbre en La majeur, mais un autre quintette qu'il a commencé
l'année de sa mort, en 1791, pour clarinette et cordes, et donc le Requiem de Mozart, dont j'avais déjà achevé cette fugue d'Amen. Alors j'ai achevé ces 3 œuvres, et le résultat, c'était que le critique musical du Boston Globe est venu au concert et dit que c'était un concert étonnant. Et de ce moment-là, j'ai reçu des commandes des collègues musiciens pour achever d'autres 2 œuvres. Ah oui. Alors, le premier hautbois solo de l'orchestre de Boston, Ralph Kornberg, m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant pour moi? J'ai dit oui, il y a un concerto d'hautbois inachevé. Mais excusez-moi de vous interrompre, elles étaient où ces partitions, Robert Levin? Les partitions se trouvent un peu égarées dans le monde entier, mais par exemple, le concerto d'hautbois se trouve à Cambridge, en Angleterre. Oui. Mais comme j'ai dit, le concerto pour piano, violon et orchestre, c'est à Paris, le quintet de clarinette est à Paris. Alors je suis allé voir ces manuscrits et de reviser les versions publiées pour abriter au complément de ces œuvres que j'ai essayé de faire, évidemment, dans le style mozartien. Mais c'est incroyable parce que... À travers les décennies, j'ai achevé toute une série d'œuvres pour piano seul, pour quintet à cordes, la symphonie concertante pour violon alto et violoncelle et inachevée de 1779, toute une variété de choses. Alors c'est étonnant parce que Friedrich Gulda, c'était aussi un grand pianiste de jazz, donc finalement, c'est à travers ce pianiste qui avait cette double casquette, pianiste de répertoire et pianiste de jazz, que vous avez acquis cette liberté par rapport aux compositions de Mozart. Oui, mais je dois dire que je partage la passion de Friedrich Gulda pour le jazz. Je n'ai pas beaucoup joué du jazz, mais des années plus tard, j'avais enseigné un cours dans le jazz de l'ère swing à Harvard. Alors le rapport entre les grands musiciens de jazz tels Art Tatum ou Teddy Wilson au piano ou, si vous voulez, Coleman Hawkins au saxophone ténor, il y a quand même un lien entre cette façon de faire la musique et la musique du XVIIIe siècle. Alors moi, je prétends que si Mozart serait revenu à terre dans les années du XXe siècle, il n'aurait pas pris le nom de Rudolf Serkin ou de Alfred Brendel ou de D'Andra Schiff, magnifiques qu'ils sont, mais ça serait plutôt le Duke Ellington ou le Count Basie, ah oui. Car cette volonté libre de souplesse de musicale, la volonté de créer la musique sur le champ comme ça, on sait que Mozart avait une réputation extraordinaire comme compositeur, mais encore plus comme pianiste, mais en première ligne comme improvisateur. Et nous avons des témoignages du vivant de Mozart où un des premiers biographes a dit « On ne savait pas quoi admirer de plus cette belle musique ou la façon dont elle était exécutée. » C'était Niemetschek qui disait ça, mais il dit « Mais au bout du concert, quand Mozart nous avait régalé avec une improvisation de 20 minutes, notre sentiment est passé de l'admiration à l'enchantement. » Ah oui, c'est une belle définition. Robert Levin, donc vous venez de faire paraître cette intégrale des sonates de Mozart. Il y a 18 sonates, vous jouez 2 fragments aussi de sonates. On est frappé par les tempi très allants, la grande dynamique des mouvements extrêmes. Pour vous, ça s'impose, ces tempi rapides dans les mouvements extrêmes, Robert Levin? Je dirais que le choix de tempo est relié au caractère de chaque œuvre, de chaque morceau d'une part, mais c'est relié aussi au mécanisme et aux qualités du pianoforte de cette époque.
quand vous jouez sur un pianoforte qui a un mécanisme dont la résistance est de 26 grammes, et vous comparez ça à un Steinway, par exemple, de nos jours, où c'est le double. Oui. Donc, le poids étant le double, fatalement, on jouera moins rapidement. Et aussi, le fait que la tension des cordes sur l'instrument de Mozart est approximativement 2000 kg. Mais chez un Steinway de notre époque, c'est 20 000. Oui, bien sûr. Alors, mais vous continuez donc il y a un rapport entre les qualités d'instrument, le mécanisme de l'instrument et la façon dont on abrite cet instrument pour faire sonner cette musique incomparable de Mozart. Mais à quel moment vous vous êtes dit que pour vous, vous deviez jouer sur des pianos contemporains de l'écriture des œuvres? À quel moment vous êtes passé du Steinway ou du piano moderne à des instruments d'époque, Robert Levin? Je dois dire tout d'abord que je n'ai jamais abandonné le Steinway. Nous avons ma femme qui est une pianiste extraordinaire, possède avec moi 3 Steinway, ainsi que des pianofortes. Mais il y avait un moment où il y avait une conférence sur Mozart à Washington. Et le forte-pianiste Malcolm Bilson est venu avec son pianoforte qui était une copie d'après Dulken. Et alors, j'étais émerveillé de la façon dont il jouait, qui était si intelligent, qui était si sensible. Mais j'ai trouvé évidemment les qualités de l'instrument un peu étranges à l'époque. Et j'ai dit, mais Malcolm, vous êtes un musicien extraordinaire, pourquoi vous êtes sur un truc comme ça? Oui. Il a dit, il faut vous acclimatiser, vous allez découvrir l'effet sorcereur de cet instrument. Il y a un moment où il m'appelle au téléphone, il dit, on m'a proposé d'enregistrer des œuvres de piano de 4 mains de Mozart et j'aimerais vous avoir comme partenaire, ça vous va? J'ai dit, mais j'ai jamais joué sur un instrument comme ça. Il dit, ah oui, mais je connais les gens qui jouent ces instruments, ils n'ont pas les connaissances que vous avez. Alors, ce qui vous manque dans la production du son, vous allez apprendre très rapidement. Je propose que vous veniez passer un week-end chez moi à Ithaca, et on va jouer ensemble, et si ça vous amuse, si ça vous emballe, on va abriter ce projet. Alors j'étais fasciné, et il a fait des commentaires le long du morceau. Ah là, il faut faire ceci, attention à ce que vous faites avec la couverture des doigts, avec le poignet, etc. Il m'a fait des observations. Et il a dit, il est très important que les musiciens de notre époque s'intéressent à ces œuvres sur les instruments pour lesquels ils ont été composés. Donc, je propose, quand j'ai des invitations de faire des concerts où je ne peux pas, je vais vous prêter, sans frais à vous, un pianoforte qui conviendra, qui vous permettra de jouer là-dessus. C'est incroyable, n'est-ce pas? Incroyable. Oui. Et par la suite, j'ai fait le double et le triple concerto de Mozart dans la série que Malcolm Bilson a fait avec Jean-Eliott Gardiner, qui a mené par la suite à l'intégrale pour les concertos de Mozart avec Christopher Hogwood, qui vient de se terminer d'ailleurs il y a quelques mois, et l'intégrale des concertos de Beethoven avec Jean-Eliott Gardiner. Et depuis, alors je passe beaucoup de mon temps émerveillé par les qualités de ces instruments. Je sais très bien qu'il y a des gens qui disent « Ah, si Beethoven connaissait le Steinway, il aurait préféré carrément aux instruments de son époque. » Propos auxquels je ne peux que répondre, on ne pourrait pas savoir si Beethoven aurait préféré un Steinway à son Broadwood ou son Erard, par exemple, ou son Walter. Mais au fait que Beethoven aurait composé la même musique pour Steinway qu'il a composé pour pianoforte à cette échelle,
il n'aurait pas été le grand musicien, le grand compositeur qu'il a été. Car on compose quand même par les qualités acoustiques et sonores et esthétiques de l'instrument qu'on a à sa disposition. Alors, Robert Levin, il y a des textes très riches qui accompagnent cette intégrale des sonates pour piano de Mozart pour le label ECM New Series. Il y a un texte passionnant d'Ulrich Leisinger, et puis vous-même, vous écrivez sur ces sonates. Vous parlez beaucoup de Carl Philipp Emanuel Bach. C'est ça. J'ai eu la veine d'avoir l'invitation de rédiger, d'éditer les sonates avec les reprises variées de Carl Philipp Emanuel Bach, que je ne connaissais pas. Je connaissais les sonates pour les connaisseurs et les amateurs. Je connaissais les sonates Württemberg et prussiennes, mais je ne connaissais pas ces œuvres où, dans l'avant-propos, que je cite dans ma note, dans l'enregistrement, que Philipp Emanuel Bach dit « Tout le monde sait que c'est essentiel de varier les reprises d'une sonate, mais ils ne savent pas comment le faire. Alors je pense que je sois le premier à démontrer comment cela se fait. Et au fait, au lieu de faire les barres de reprise où il exige qu'on joue exactement ce qu'on a fait une deuxième fois, il raconte l'histoire de nouveau, d'une autre manière. Donc, la surface mélodique est très variée, même les enchaînements harmoniques sont variés. Donc, on a l'impression que c'est un peu, si vous voulez, comme on raconte une blague. En racontant une blague, il n'est pas question d'apprendre par cœur une séquence de mots, mais de décrire une situation. Et cette situation, on peut la décrire de plusieurs manières. Si on voit que nos auditeurs sont enchantés de la façon dont nous racontons notre blague, on peut varier, on peut approfondir, on peut ajouter de couleurs. Tandis que, évidemment, si on voit qu'ils sont impatients, on arrive tout de suite au point, et puis voilà, c'est amusant, on se meurt et c'est fini. Donc, cette histoire d'exécuter une sonate de Mozart ou de Haydn ou même les premières sonates de Beethoven, il s'agit donc de raconter cette histoire qui est susceptible d'être altérée chaque fois qu'on le joue. Donc, ce que vous écoutez sur cette série de sonates de Mozart de ECM, vous voyez des coïncidences, des choses qui se sont produites le long des séances d'enregistrement. Et chaque fois, c'était différent. Alors, en choisissant l'ingénieur du son, nous présente donc avec une possibilité entre plusieurs. Mais alors Robert Levin, pour finir cet entretien qui pourrait durer des heures, c'est tellement passionnant de vous écouter, juste un mot. C'est un grand bonheur d'écouter d'affilée ces 18 sonates, c'est inépuisable, mais quand même les mouvements lents de ces sonates qui évoquent certains mouvements lents de concerto pour piano, il y a des sommets émotionnels constamment quand même. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors Mozart était en première ligne, même évidemment on sait qu'il était un pianiste incomparable, mais sa passion c'était l'opéra. Oui. Et alors s'il aurait vécu toute sa vie en Italie et non pas en Autriche, il aurait composé peut-être le double des opéras au lieu de composer une vingtaine, donc une quarantaine, mais là on n'aurait pas eu les concertos de piano, les quintettes à cordes, les miracles, les sonates de piano, etc. Donc, pour moi, cet esprit d'opéra, c'est un esprit dramatique, c'est un esprit de caractériser les événements comme ils se produisent et donc de créer l'impression quand on écoute ces enregistrements qu'il y a toujours une joie en prenant des risques au lieu de polir la chose, de travailler minutieusement jusqu'à il
ne peut, comme disent les Allemands, il ne se passe rien, mais il ne se passe rien non plus. C'est une très belle expression. C'est-à-dire, on n'a rien risqué, on n'a rien gagné, mais enfin, tout se passe tout convenablement. Est parfait, Alors, la musique classique fait face à une époque très dangereuse. On ne sait pas si cette musique va être appréciée de la même manière d'ici une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine d'années. Alors pour moi, la chose essentielle, c'est de faire revivre cette musique en prenant ces risques, en racontant cette musique telle qu'elle est ébauchée par Mozart pour enchanter un public qui, bien qu'ils connaissent ses œuvres, les uns des morceaux et les autres, qu'ils revivent d'une autre manière cet esprit où on voit un Mozart très impatient de son invention. À chaque 5 secondes, il invente quelque chose d'autre. Pour moi, c'est une façon de vivre et de faire vivre la musique qui me passionne. Ben nous aussi, ça nous passionne. Le résultat est absolument merveilleux, envoûtant. Robert Levin, donc je rappelle cette intégrale des sonates de Mozart que vous venez de faire paraître pour le label ECM New Series. Et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. C'était mon plaisir. Merci, monsieur. Pour illustrer cet entretien avec le pianiste Robert Levin, je vous propose d'écouter la sonate numéro 12 en fa majeur de Mozart, Köchel 332. Je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ.